pour des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, Gwenaëlle, tu as proposé qu'on parle des cours en ligne. Ouais, t'étais pas du tout intéressée. Donc, on va un peu explorer ensemble les types de cours qui sont disponibles aujourd'hui sur le net, ce qu'on peut trouver. Et pour commencer, on peut peut-être juste se poser la question, pourquoi on ferait un cours en ligne ? Donc, qu'est-ce qui peut nous amener à choisir de faire un cours en ligne, en fait ? Alors, c'est vrai que quand on se met à créer, on a forcément besoin de se former d'une manière ou d'une autre. On peut explorer, on peut faire beaucoup de choses par soi-même, mais on gagne quand même du temps quand on suit un cours parce qu'on apprend des techniques, on apprend à aborder les choses d'une autre manière aussi, ça peut être intéressant. Et donc c'est vrai qu'il y a des offres de stage en réel et des offres de cours en ligne. Alors le cours en ligne, tout simplement, il y a une certaine souplesse quand on fait ça parce que on peut le faire à son rythme, on peut le faire chez soi. Il n'y a pas à déclencher l'obligation de trouver un logement, par exemple, ou d'être disponible à des heures bien fixes. Donc il y a vraiment une grande souplesse par rapport à ça. Donc je pense que c'est un élément vraiment important. Oui, je pense que le fait de ne pas devoir se déplacer et pouvoir le faire depuis chez soi, c'est un des avantages des cours en ligne. Surtout quand on est artiste, c'est-à-dire qu'on trimballe quand même beaucoup de matériel. Et c'est vrai que quand je faisais des stages dans les monts d'arrêt, les gens arrivaient avec des caisses, quoi. Pas pratique. Avec des caisses. Puis c'est vrai qu'il faut un espace, il faut une salle, il faut que tout le monde soit dispo au bon moment, quoi. Donc, et c'est vrai que le fait de pouvoir rester chez toi dans ton atelier avec tout ton matériel à disposition, c'est quand même un gros avantage. Et après... ça permet de découvrir des techniques différentes, ça permet de multiplier des approches qui vont nous nourrir en fin de compte, parce que c'est vrai que quand on travaille avec telle ou telle personne, c'est un mode de création différent, et puis c'est l'occasion d'apprendre des techniques, le mix média, la peinture à la cire, comme toi tu as pu le faire. Oui, tout à fait. Moi, une chose que je retiens des cours en ligne, c'est aussi ça nous ouvre... les possibilités de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas autrement la possibilité de rencontrer. Donc souvent, il y a des gens inscrits qui viennent d'autres pays et ça, je trouve, c'est chouette comme expérience. Vraiment, ça élargit le champ de vision et on se rend compte aussi que d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, les modes d'expression peuvent un peu changer, le choix des couleurs aussi en fonction de la saison dans laquelle on vit. Donc je trouve ça rend les échanges très riches de faire les cours en ligne, plus qu'en présentiel où on va plutôt se retrouver avec des personnes au niveau local ou dans une zone géographique plus réduite. Ouais. Et c'est vrai que les artistes aiment... Alors, on est toujours partagé. C'est vrai qu'on aime bien créer dans sa bulle et en même temps, on aime bien rencontrer des gens. Et c'est vrai que quelquefois, les cours en ligne permettent de faire les deux parce qu'on est tranquille pour créer chez soi et il y a quand même des moments d'interactivité et d'échange avec les autres. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes ont quand même un tempérament introverti. Et je pense que le fait de pouvoir faire ça chez soi, à son rythme, comme on a envie, c'est un élément qui peut être déterminant dans le choix de ce type de cours, en fait. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise non plus pour aller créer avec d'autres personnes et montrer ce qu'on fait. Ça, c'est vrai que ça peut Quand on débute, je pense que ça peut être très difficile de dépasser cette barrière. C'est ça, la peur du regard de l'autre. Alors que quand tu fais un cours en ligne, tu es libre de montrer ou pas. Et ça peut aussi être plus facile. Donc il y a différents types de cours qui sont proposés en ligne aujourd'hui. Bon, déjà, on a des cours qui couvrent toutes les techniques. Moi, j'ai regardé un peu en me préparant, je regardais un peu ce qui se faisait. Aussi bien en France qu'à l'étranger, on trouve vraiment de tout, la gouache, l'aquarelle, le pastel. C'est énorme. C'est vraiment, le choix est très grand. Après, c'est les formats des cours qui peuvent varier, les cours en ligne. Donc il y a des cours qui sont sur une durée limitée. Oui, c'est ça. Tout le monde commence en même temps, tout le monde finit en même temps. Et puis il y a des interactions avec l'enseignant ou les enseignants.
Il y a aussi des interactions possibles avec les autres étudiants, souvent à travers une page, un groupe Facebook oui, c'est ça, dédié. Et puis après, on a des cours qui sont, on paye le cours, on a accès à ce cours soit à vie, soit sur une année, et on le fait à son rythme. Il n'y a pas vraiment d'interaction, il n'y a personne qui vient nous conseiller sur comment avancer sur notre travail. C'est vraiment une période d'études solitaire. Hein. On peut consulter le cours autant de fois qu'on le veut, mais on n'a pas d'interaction avec l'enseignant. Oui, ça reste limité. On peut poser des questions, on peut montrer ce qu'on a fait, mais souvent, l'accent n'est pas mis là-dessus, en fait. Après, moi, j'ai proposé, par exemple, aussi un autre type de cours, c'est des ateliers en direct, où là, je réservais un temps à un moment donné. Donc, c'est un peu hybride entre le cours en ligne et le stage en direct, à part que là, ça se faisait par caméra interposée. Et donc, on se retrouvait toutes, je dis toutes parce qu'il y avait toujours que des femmes, toujours la même histoire, à l'heure dite. Et puis, moi, je montrais des techniques. Les gens faisaient en même temps, s'ils avaient envie. On pouvait consulter le replay pour faire à leur rythme après. Donc ça peut être aussi un format qui peut être intéressant parce qu'on se retrouve à plusieurs, on crée ensemble. C'est quelque chose que je pense peut être... proposé avec une périodicité, tu vois, là j'avais essayé une fois par mois, bon là pour le moment j'ai suspendu, mais c'est pas dit que je le refasse pas. Par contre, j'ai appris de mes précédentes expériences, c'est-à-dire que moi j'ai toujours tendance à mettre beaucoup de contenu en peu de temps, et c'est vrai que pour les gens ça demande de suivre, quoi, et c'est un peu trop chargé. Donc si je le refais, je pense que je prendrai plus de temps, plutôt 3 heures, avec des périodes pour que les gens puissent créer de leur côté, et on se retrouve après, tu vois, des choses comme ça. Oui, parce que c'est vrai que quand ces cours en ligne, on a des gens qui sont à des niveaux différents. Donc tu as les tout débutants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et puis après tu as des personnes qui sont plus expérimentées, donc il faut trouver le juste rythme qui ne va pas trop frustrer ceux qui sont plus avancés, et puis qui ne va pas être insurmontable pour les personnes qui débutent. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a un côté sympa parce que tout le monde est là en même temps, tout le monde participe, et j'ai participé aussi à des choses comme ça, je n'ai pas fait qu'en organiser, c'est vraiment sympa. Après, il y a aussi des cours du type, tu reçois par exemple... une incitation à un sujet par jour. Donc là, tu vas recevoir un mail. Donc, tu vois, ça, c'est encore une autre forme un peu hybride. Donc, c'est sur un temps convenu. On commence tous en même temps, on finit tous en même temps. Mais ça ne va pas forcément être un tuto. Ça ne va pas forcément être une vidéo. Ça va être une incitation à créer. Alors, ça marche peut-être mieux pour les ateliers d'écriture ou les choses comme ça. Mais je pense que ça peut se faire aussi pour la création. Hein. Je pense que c'est stimulant. C'est stimulant. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a plein de choses à inventer, en fait. Hein. On retrouve un peu les mêmes schémas. Mais on peut mettre vraiment une part de créativité là-dedans pour créer quelque chose qui nous convienne. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a les memberships qui sont un peu le même genre de choses. Où là, tu fais partie d'un club, en quelque sorte, tu payes une cotisation mensuelle, et puis tu as accès tous les mois, en général, à du nouveau contenu. Donc, ça aussi, ça peut être c'est aussi une forme de cours, hein, parce que tu apprends des choses. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas dit, mais qui est importante aussi, c'est qu'il y a des cours qui sont gratuits, et des cours qui sont payants. Oui, bien sûr. Voilà, alors, ceux qui sont gratuits, souvent, c'est des teasers qui donnent un avant-goût d'un autre cours payant qui sera proposé après. Ou alors c'est simplement des tutos. Hein. Sur YouTube notamment, il y a énormément de tutos qui sont plus ou moins courts, qui sont gratuits, et où on apprend vraiment quelque chose. On nous montre étape par étape comment réaliser un dessin, une peinture. Oui, c'est ça. Mélanger les couleurs. Enfin, les sujets sont très variés. Oui, il y a un partage du processus créatif qui se fait, et c'est vrai que les moyens de communication modernes aujourd'hui permettent ça très facilement. En fin de compte, c'est très facile à mettre en œuvre, donc c'est intéressant aussi. Et moi, je crois vraiment que la création, c'est destiné à être partagé. Tu vois, ce matin, j'ai fait le premier rendez-vous en direct sur l'opération que je propose, la Réveille ta créativité, et on réfléchissait à ça justement, au fait qu'on parlait de l'art contemporain, et l'art contemporain aujourd'hui, quelquefois c'est un peu stérile, c'est un art qui cherche pas à toucher nos émotions, donc c'est quelque chose qui reste très intellectuel, et c'est difficile à partager en fait. Mais tu définis comment l'art contemporain, toi ?
Le définir, mon Dieu, là, tu me poses une colle. Je dirais, non, mais tu sais, l'art contemporain qui est conceptuel aujourd'hui, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu vas te retrouver devant 100 pots de fleurs peints en rouge et on te dit, ça, c'est une œuvre d'art. Voilà. Et donc, il te faut un manuel de 10 pages pour comprendre ce que les personnes ont voulu faire. Et moi, je pense que vraiment, l'art, c'est destiné à être partagé, c'est destiné à être montré. Peut-être pas au public, ça peut être dans un cercle restreint, mais c'est quand même un moyen d'expression, et donc si tu t'exprimes, c'est bien pour être entendu d'une manière ou d'une autre. Quoi. Oui, il faut me fournir à chaque fois une explication. Voilà. Tu vois, mais c'est important de pouvoir exprimer par la peinture ou par l'art qu'on a choisi, ce qu'on a en soi, en fait. Bon, enfin, on a un peu dérivé du sujet. Oui, c'est pas grave. Donc, les cours en ligne, on peut aussi juste parler brièvement quels sont les avantages et les désavantages des cours en ligne. Donc, parmi les avantages, on en a un peu parlé déjà, mais c'est le fait d'avoir cette flexibilité, de pouvoir se loguer sur le cours quand on en a envie, quand on a le temps. Et quand on n'a pas le temps, on ne le fait pas et il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de problème. Il y a aussi l'avantage de pouvoir revoir la même leçon plusieurs fois. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je pense que par rapport à un cours en présentiel, c'est vraiment un des plus grands avantages. Une fois qu'on a vu le cours, si on a loupé quelque chose, on peut y retourner, on peut prendre des notes, on peut l'arrêter, le recommencer. Et ça, c'est vraiment très, très précieux. Et puis, ça peut stimuler aussi pour introduire des variantes, tu vois. Et quelquefois, dans le cours, c'est proposé aussi, quoi. Je sais que moi, j'essaye souvent de dire, voilà, on peut faire ça, mais on pourrait aussi s'intéresser à la nature morte, voilà. Et on peut donc, du coup, décliner et approfondir le travail. Donc, c'est vrai que cette souplesse d'utilisation, la variété des offres, la souplesse d'utilisation, le fait que tu peux rester chez toi, le fait que ça t'empêche pas forcément de rencontrer d'autres gens non plus, tout ça c'est des avantages quand même importants. Le fait de pas avoir engagé des frais d'hébergement, des frais de restauration, des choses comme ça, parce que quand tu fais un stage sur plusieurs jours, il faut que les gens viennent, quoi. Donc ça s'ajoute au prix du stage, et mine de rien c'est pas négligeable. On a parlé, je pense, des avantages, mais il y a aussi des désavantages, quelques désavantages. Moi, je pense juste à un dernier avantage, c'est que tu peux travailler avec tu disais, on peut rencontrer des gens d'ailleurs, mais on peut aussi travailler avec des artistes qui sont ailleurs, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, n'importe où. Et ça, c'est quelque chose que tu pourrais absolument pas faire, ou très difficilement, si tu voulais aller, si tu dois prendre ton billet d'avion en plus, là, ça fait cher le stage, quoi. Oui, parce que quand on choisit un cours, on va déjà se renseigner sur la personne qui donne le cours, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis si on aime son travail, mais la personne elle vit à l'autre bout de la planète, si elle propose un cours en ligne, c'est bien. Voilà. Parce que sinon ça devient vite impossible. En fait, onéreux, hyper onéreux. Donc à moins d'avoir des moyens de millionnaires. Donc il y a, je pense quand même quelques désavantages liés au cours en ligne. Déjà, on travaille seul, on est tout seul chez soi, donc ça peut convenir, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un désavantage, parce que dans ce parcours d'apprentissage, on aimerait quand même avoir quelqu'un ou quelques personnes autour de nous qui partagent ce cheminement avec nous. Et si tu te retrouves bloqué à un moment, tu peux pas dire viens m'aider, quoi. Voilà. C'est difficile, donc tu peux le faire, tu peux poser tes questions et tout ça, mais c'est vrai que par rapport à un stage en vrai, où la personne est juste là et tu peux lui dire là je suis bloquée, je sais pas quoi faire. Il y a une dynamique qui est différente. C'est ça. Ça demande aussi, je pense, une plus grande discipline si on veut vraiment aller au bout de ce cours, parce que on sait qu'on a un accès pendant X temps. Et puis on se dit, aujourd'hui non, j'ai pas le temps. On arrive à trouver 1000 excuses pour faire autre chose. Et je pense que si on veut vraiment intégrer l'information, si on veut vraiment pratiquer, il faut avoir cette discipline. Il faut se dire, non, je vais me réserver un temps, une journée par semaine ou quelques heures par jour pour faire ce cours. Et je pense que pour certaines personnes, c'est difficile. Je pense aussi. Je pense que c'est vraiment le gros désavantage des cours où il y a très peu d'interactivité, où tu peux l'acheter quand tu veux, le faire quand tu veux. C'est que souvent, tu commences et tu finis pas, en fait.
C'est très souvent ce qui se passe. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, je trouve que les cours qui commencent en même temps, qui finissent en même temps, déjà ça te fait une cohorte de gens qui travaillent ensemble. Donc ça crée un mouvement, ça crée un dynamisme qui n'existe pas dans les autres. Et puis, c'est des cours souvent beaucoup plus interactifs. Donc il y a des rendez-vous réguliers, des échanges réguliers. Et c'est quand même plus adapté à notre fonctionnement global, quoi. C'est-à-dire on a besoin d'être dans sa bulle créative, mais on a besoin aussi d'échanger. Donc c'est vrai que ça, c'est le désavantage des cours en auto-consommation, en auto... Ouais. Et puis après, je pense que la dernière chose, c'est que il faut savoir maîtriser les outils informatiques. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Parce que parfois les cours sont proposés sur des plateformes, alors il faut déjà s'orienter sur la plateforme, il faut savoir se loguer. Quand il y a un problème technique, il faut savoir comment faire pour appeler à l'aide. Et si on n'est pas à l'aise avec les outils informatiques, on peut vite être dégoûté de la chose. Et ça fait un blocage supplémentaire. Oui, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de personnes qui me suivent qui sont retraitées. Et il y en a qui sont très à l'aise et d'autres qui sont pas à l'aise. Et du coup, ça peut entraîner des frictions, en fait. Ouais. Et dès qu'il y a friction, ça te bloque, quoi, en fin de compte. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça peut être aussi, effectivement, un désavantage, même si maintenant, ça devient de plus en plus facile quand même. Puis les gens s'habituent, demandent l'aide des enfants, des petits-enfants. Moi, dans mon groupe Facebook, j'ai une personne, on fait une réunion sur Zoom régulièrement. Et pendant des mois, elle n'a pas réussi à nous rejoindre parce qu'elle n'arrivait pas à configurer son iPad pour pouvoir se connecter. Et son fils est venu, et là, cri de joie, elle m'a dit « Oh, je vais enfin pouvoir me... » Mais bon, elle a 78 ou 79 ans, quoi. Ouais. Quand même, ouais. Et donc là, la dernière fois, elle avait réussi à se connecter et elle était très contente. Mais c'est vrai que ça peut être un frein. Voilà, le côté technique, informatique, tout le monde n'est pas à l'aise. Voilà. Et donc, Gwenaëlle, je sais que tu as suivi pas mal de cours en ligne. Est-ce que tu peux déjà nous dire quel cours tu as suivi et quelle a été ton expérience du point de vue d'une étudiante? Le tout premier cours que j'ai suivi, c'est avec une Américaine qui s'appelle Jane Davis, dont j'aimais bien l'approche, qui repose beaucoup sur le travail, sur les formes, sur les couleurs, avec beaucoup de liberté. Mais là, ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est déjà très ancien. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas les plateformes, pas vraiment les plateformes de cours en ligne, ou alors ça commençait à peine. Donc, en fait, elle créait un blog pour qu'on puisse échanger sur le blog, mettre notre truc. Ouais, c'était vraiment un peu compliqué techniquement. Alors, ça m'avait bien plu, parce que c'était sur le sketchbook, en fait, sur plein d'exercices pour se chauffer, pour travailler, pour commencer sur quelque chose, avancer sur d'autres éléments, et puis aller un peu plus en profondeur, tu vois. Donc, c'est vrai que ça m'avait bien plu, le contenu. Après, au niveau interactivité, il y en avait très peu, quoi. C'était vraiment... oui, parce que sur un blog, les gens pouvaient commenter sur ce que tu avais fait, quoi, mais c'était pas très... Ouais, donc tu avais la possibilité de poster ce que tu avais fait et de réagir sur... Okay. Après, j'ai fait aussi, un peu plus récemment, le stage proposé par Karen Stamper sur Free Up Your Sketchbook and Grow, je crois que ça s'appelle comme ça, où là, on était dans un cours plus en cohorte, c'est-à-dire tout le monde commence en même temps, tout le monde finit en même temps. Chaque semaine, il y a des démonstrations vidéo qui sont envoyées. Il y avait des temps de questions-réponses aussi. Via Zoom. Voilà, tous les 15 jours, des choses comme ça. Il y avait aussi des interviews d'autres artistes, donc c'était assez complet, c'était assez intéressant. C'était long comme cours? C'était 6 semaines, je crois. Ah, quand même. Ouais, je crois que c'était 6 semaines. Après, la formule a évolué. C'était la toute première fois, donc la formule a évolué après. Je crois que c'était ça, ou 6 ou 8, je sais plus. Donc c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses aussi, j'ai tout suivi de bout en bout. Après, c'est vrai que le cours était disponible 1 an et je suis pas tellement retournée voir le contenu. Et j'aurais dû, parce qu'il y a des trucs que j'avais pas enregistrés, et après je me suis dit mince, comment on fait? Et puis c'était fini, quoi, j'avais plus accès. J'ai fait aussi 2 autres cours qui là étaient en auto-service, on va dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je les ai commencés, je les ai pas encore finis. Ah ouais? Ouais, donc je peux y revenir, mais je les ai pas encore finis.
Et donc là, vraiment, c'est là que je me dis que l'interactivité, c'est vraiment un élément important. Oui, c'est porteur. Moi, je pense que quand le contenu est donné pas d'un coup, mais on sait qu'on a un rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau contenu, ça donne un rythme. C'est ça. Et après, si derrière, il y a aussi les conférences en Zoom avec l'enseignant, avec les étudiants, on sait qu'on a X temps pour digérer l'information, travailler un peu, après on peut en parler, on peut poser des questions. Ouais. Et une fois que la semaine est finie, on attend la semaine suivante. Et je pense que ça, c'est très aidant pour l'apprentissage. Oui. Tu vois, dans le groupe Facebook que j'ai créé où je propose un thème par mois, au départ, mon idée, c'était de faire ça. Et puis, je me suis rendu compte que si je voulais créer une cohésion de groupe, en fait, c'était bien d'ajouter un rendez-vous par mois où on allait se retrouver via Zoom et discuter, en fait. Ouais. Et j'ai vraiment bien fait de faire ça, parce que du coup, tout le monde ne vient pas, mais il y a quand même un petit groupe cohérent qui revient quasiment tous les mois. Ouais. Et les gens commencent à se connaître et à échanger des informations entre elles. Et éventuellement, elles sont proches géographiquement, donc elles se disent « Ah bah tiens, on pourrait se rencontrer ». Donc, et vraiment, ça crée du lien, en fait, de pouvoir faire ça. Et puis alors l'autre expérience que j'ai eue et que tu as eue toi aussi, puisque c'est un peu grâce à ça qu'on s'est rencontrés, c'est ce qui est proposé par Nicholas Wilton. Je pense qu'il le propose toujours, je sais pas, j'ai pas vérifié. Il existe toujours, même si je crois que avant il avait une équipe. Oui, il avait mythique, une grosse équipe. Il avait une grosse équipe. Et je crois que l'année dernière, il y a une partie de cette équipe qui a démissionné. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Donc il doit avoir une nouvelle équipe en place. Mais je crois que le cours est toujours disponible. Et pour moi, ce cours a été alors c'est ça, c'est CVP, CVP, Creative Visionary Program. Donc c'est un cours qui dure 3 mois, 12 semaines. Avec une pause d'une semaine au milieu. Ouais, avec une pause d'une semaine. Et c'est un cours très complet. Il y a énormément de contenu dedans. C'est vraiment fou parce qu'il y a les cours avec une progression. Donc c'est vraiment, ça tourne autour de la peinture et des principes esthétiques de la peinture, on va dire, la composition, la forme, les valeurs, toutes ces choses-là, la texture. Et il y a des artistes qui viennent, qui sont invités, donc qui servent un peu de coach ou qui sont interviewés. Il y a vraiment beaucoup de matière dans ce cours. Il y a des vidéos supplémentaires sur les sujets liés. C'est très riche, le contenu est vraiment très très riche. C'est une grosse machine. Exactement. Et c'est vrai que le cours aussi, il est un peu difficile pour certaines personnes parce que quand on s'inscrit, on se dit ouais, ça va être super. Puis en fait, on réalise qu'on est 2500 élèves. En tous les cas, c'était le cas quand moi il y en avait moins quand même, mais il y avait quand même beaucoup. 2500. Quand j'ai vu qu'on était aussi nombreux, je me suis dit mais moi, ils verront jamais mes peintures. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai regretté un peu qu'il y ait autant de monde. J'aurais préféré un groupe un peu plus petit. Moi je crois qu'il y avait peut-être entre 1000 et 1500, donc c'était un groupe un peu plus petit. Parce que je l'ai fait une année avant toi. Moi je l'ai fait en 2019, toi en 2020. Non, j'ai fait en 2021, moi. 2021. 2 ans plus tard. Et c'est vrai. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand même, toi, je t'ai rencontré grâce à ça. Et 2 autres personnes qui vivent en Bretagne, au moins partiellement, je les ai rencontrés aussi grâce à ce programme, parce qu'il y a une carte qui permet de situer un peu les gens, où je sais plus, on se dit où on est, enfin voilà. Et donc c'est vraiment étonnant, parce que c'est quand même un Américain qui propose ça, il propose ça au monde entier. Il y a des gens de partout, et c'est ça aussi qui fait la richesse, je pense, les différentes approches. Mais c'est vrai que c'est des grosses machineries, pas forcément idéal pour commencer, quoi. Et surtout pour des Français qui maîtriseraient pas bien la langue. C'est ça, je pense qu'il faut bien maîtriser l'anglais pour vraiment pouvoir absorber tout ce que le cours propose. Par contre, c'est un cours très, très complet pour moi. Moi, j'avais jamais vraiment travaillé avec l'acrylique et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très complet. Ça. Et je sais qu'il y a des gens qui prennent ce cours et qui le refont en fait pendant tout le temps où il est disponible, donc ils le font les 3 premiers mois, puis après ils reviennent dessus, et c'est vrai que c'est ça un peu le problème, c'est que c'est très, très fourni, il y a beaucoup de choses, t'as pas forcément le temps non plus de revenir sur les cours et tout, et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance et des conseils qu'on donne aux gens qui créent des cours aujourd'hui, c'est de pas surcharger non plus.
Parce que trop de contenu, tu te sens un peu débordé, tu te sens un peu envahi par tout ça et tu peux avoir du mal à gérer. Oui, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de contenu. À l'inverse, moi je préfère avoir beaucoup de contenu que de me retrouver à la fin de la semaine en me disant bon, maintenant je dois attendre la semaine suivante pour avoir de l'info, et puis bon, c'est bon, j'ai pratiqué, j'ai fait mes exercices, et puis maintenant, maintenant quoi? Qu'est-ce que je fais? Ça, je trouve insupportable. Comme une fois que je suis lancée, il faut que ça bouge, quoi. Il faut que j'ai des trucs à visionner, il faut que je puisse prendre des notes. Donc pour ça, CVP, j'ai trouvé que c'était très bien. Après, il faut aussi dire que CVP, c'est un cours très coûteux. Ouais. C'est cher. C'est cher, et la première fois qu'on s'inscrit, on paye plein pot. Et si on décide de refaire le cours l'année suivante, on revient en tant qu'alumni, et là, on paye un peu moins cher. On paye un quart du prix, ouais. quelque chose comme ça. À l'époque où je l'ai fait, ça tournait autour des $2000 quand même. C'est ça. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est toujours le même prix. Oui, je crois que c'est à peu près. Enfin, en tous les cas, moi, quand je l'ai fait, c'était ça. C'est quand même un investissement, là. On est vraiment dans quelque important. chose de lourd, quoi. Ouais. Bon, après, il y a toute l'équipe derrière, et c'est vrai que le contenu est à la hauteur de ce que tu payes, mais ça représente quand même un sacré montant, quoi. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez costaud. Alors, quelles ont été tes autres expériences à part CVP? Alors, à part CVP, moi j'ai fait un cours avec Gabriel Lipper, donc Learning to See, donc c'est aussi un cours... Qui faisait partie de l'équipe de oui, alors Nicolas apparemment Sweeton. il faisait partie de l'équipe de Nicolas l'année où j'y étais. Comme moi je l'ai fait, il n'était plus là. Bah non, il y a eu scission. Il est parti pour son compte, et il a décidé de lancer son propre programme, qui est différent parce que c'est un peintre qui fait du figuratif, abstrait, on va dire, oui. Mais c'est plus figuratif. Ce qui fait du réalisme abstrait, je crois. Il a une formation académique. Voilà, il très classique. Très bien, il maîtrise vraiment l'approche très classique de l'art, en fait. Aujourd'hui, son style a évolué, il peint plus comme ça, mais en tous les cas, c'est un grand peintre, on va dire que c'est un grand peintre. Et lui, son cours est plus axé sur le dessin, sur les perspectives, l'anatomie, voilà, les choses comme ça. Et puis, il a une approche un peu différente par rapport aux couleurs. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un cours qui dure pas aussi longtemps que CVP, mais qui est assez long aussi. Il doit être 2 mois, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. J'ai trouvé qu'il était cher. Et là, justement, j'ai trouvé même que c'était trop cher par rapport à ce qui était proposé. Je dois le dire, parce que autant CVP, tu dis, pour certains, il y avait trop d'informations, Learning to See, c'était l'inverse. Moi, j'ai trouvé que pour ce que j'ai payé, je ne suis pas sortie de ce cours avec autant d'outils que j'aurais souhaité avoir. D'accord, Donc j'étais un peu frustrée. Un peu déçue. En plus, je pense que son cours, il n'existe pas depuis très longtemps, donc il n'a pas une énorme équipe en place comme Nicolas Wilton, donc on le voit surtout lui, on ne voit pas beaucoup les autres personnes qui travaillent avec lui, et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir d'autres artistes montrer comment eux font les choses. Donc voilà, un peu de frustration par rapport à ça, mais bon, j'ai appris des choses, je ne regrette pas de l'avoir fait, et ça m'a permis de rencontrer des belles personnes, donc des artistes d'un peu partout, aussi, d'Afrique du Sud, d'Australie, ça, c'est super, ça fait rêver, moi j'aime beaucoup ça, donc ça c'est bien. Et puis après j'ai fait un cours dernièrement, donc ça c'était l'année dernière, avec Marina Tedding van Berkoet. Bien sûr. Prononce bien son nom. Elle a une chaîne YouTube et elle propose des cours à travers son site. Et elle travaille avec la cire froide et la peinture à l'huile. Et je cherchais l'année dernière un cours en ligne pour apprendre ces techniques. Je me suis dit, j'ai juste besoin des bases. J'ai pas besoin de me lancer dans un cours justement où il y a cet engagement hebdomadaire. Je veux juste que quelqu'un me donne les bases. Voilà. Et donc, je veux les apprendre à mon rythme, comme je veux. Et après, je serai prête pour me lancer. Donc, j'ai évalué différents cours. Alors, aux États-Unis, j'en ai trouvé d'autres qui étaient beaucoup plus complets, mais aussi beaucoup plus chers. Et je n'avais pas envie de dépenser une fortune. Donc, j'ai opté pour ce cours. Cette enseignante, elle vit en France. Je crois qu'elle est néerlandaise, mais elle propose le cours en anglais.
En tous les cas, celui que moi j'ai fait en anglais, je sais qu'elle propose aussi des cours en français. Et là, c'est tu payes et tu as accès à la totalité du cours et je crois que c'est pendant 1 an. Et je l'ai vu en entier. J'ai pris quelques notes. J'y retourne de temps en temps quand j'ai un doute sur un côté technique, mais je dois dire, il y a une chose qui m'a un peu agacée pendant le cours, c'est que dans ses démonstrations, elle porte toujours des bracelets. Oui, et ça fait du bruit. Et ça fait ding, 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 ding pendant toute la démonstration. Et c'est juste insupportable. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte. Je pense que c'est comme ça qu'elle... tu vois, elle a pris l'habitude de porter des bracelets. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment ça. Elles aiment bien entendre leur propre bracelet. Mais quand tu es en train d'essayer d'apprendre et d'écouter ce qu'elle dit, et puis que tu as ce ding, ding constant, c'est juste insupportable. Ouais, moi, j'ai une expérience comme ça avec un des cours que j'ai pas fini, justement, et la personne tu sens qu'elle a le nez pris, en fait, et elle renifle, comme ça, et t'as juste envie de te dire, mais prends un mouchoir, mouche-toi, nom de Dieu. Une pause. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, et ça peut être c'est très bête, hein. Oui, mais c'est vrai que t'as besoin d'être dans des bonnes conditions audio et vidéo. Si c'est mal éclairé, ça peut vite te dégoûter, en fait. Quand j'ai choisi de faire le cours de Mark Lipper, donc Learning to See, j'ai longtemps hésité. Donc lui, comme CVP, il propose un teaser avant le cours, donc c'est sur une période de 3 jours. Il montre un peu ce qu'il fait, le contenu un peu du cours qui va suivre. Et je l'ai fait 2 fois, ce cours. Avant de te décider. Ouais, la première année, je l'ai regardé, je dis je fais pas, et j'ai décidé de ne pas le faire. Mais pourquoi ? Là aussi, c'était sa voix et sa manière de dire les choses. En fait, j'arrivais pas à suivre son raisonnement. J'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Je pense que c'était pas au niveau de la langue, c'est vraiment au niveau de la conception, de la conception des choses. Ouais, j'arrivais pas à comprendre. Et je me suis dit, bon, je le fais pas. L'année suivante, comme ce qu'il proposait était quand même intéressant, le fond était intéressant, je me suis dit, bon, je lui donne une deuxième chance, je vais me réinscrire. Donc je me suis réinscrite. Puis là, j'ai compris un peu mieux. Alors je sais pas si c'est moi qui avais changé ma compréhension ou c'est lui peut-être avait ajusté un peu. Et du coup, bon, j'ai dit, allez, je le fais. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça dans les cours en ligne. Il faut vraiment être vigilant. Je pense qu'il faut prendre le temps de voir le contenu du cours. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on s'attend ? Et puis après, par rapport à la personne qui enseigne, il faut... Est-ce que ça colle ou pas, quoi ? Quelque part, il faut admirer cette personne. Il faut se dire, moi, j'ai envie d'apprendre ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et donc, il faut l'écouter. Si elle a une vidéo, il faut l'écouter. Il faut voir ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, notamment dans cette partie gratuite avant, pour voir. En fait, ça sert à voir si ça va coller ou pas, quoi. Si tu aimes l'approche de cette personne, si ça te parle. Et c'est vrai que moi, j'avais regardé les 3 jours proposés par Mark Lipper et j'avais trouvé que c'était un peu juste en contenu, en fait. Tu vois, je m'étais dit, il n'est pas très généreux, le gars, en fait. Il y a pas grand-chose dans ce qu'il donne. Alors, soit c'était des trucs qu'on connaissait déjà, qui étaient un peu évidents. Bon, peut-être pas pour les grands débutants. Mais j'avais eu ce sentiment que c'était un peu chiche, quoi, tu vois. C'était un peu chiche. Mais alors, ce qui me frappe quand on est en train d'échanger là-dessus, bon, alors c'est vrai qu'on parle anglais et tout, mais on a l'impression qu'il y a des cours qu'en anglais, en fait. Eh bien, figure-toi que non. Parce que j'y ai pensé ce matin, et puis je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder qu'est-ce qui est proposé... dans le monde francophone, au niveau des cours en ligne, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, je rigole. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui a vraiment attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille regarder. Je pense que les anglo-saxons, je dis anglo-saxons parce que oui, il y a beaucoup d'Américains qui proposent, mais il y a aussi beaucoup d'Anglais qui proposent des cours en ligne. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense qu'ils ont vraiment le talent pour... Oui, et je pense que ils sont plus dans un partage, en fait, de leur processus créatif, tout simplement, que les artistes français, en tout cas, sont moins enclins à faire. En fait, moi, j'ai toujours eu cette impression que les artistes français, il y a le résultat final, mais on ne sait pas comment on y est arrivé, en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui te montrent l'évolution de leur travail. Alors c'est peut-être ça explique ça, peut-être qu'on est aussi un peu des nouilles en technologie et que... Non,
Mais non. Non, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, autant Internet c'est devenu évident dans les pays anglo-saxons, autant en France, t'as encore des gens qui sont réticents quoi, à utiliser cet outil. Hein. Donc aussi bien pour proposer des choses que pour regarder. Moi, je connais plein de gens qui veulent pas payer en ligne parce qu'ils ont peur, quoi. Ouais. Après, si on veut pas payer, quand même, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de tutos gratuits en ligne et qui sont vraiment bien. Ça me fait penser à Lewis Noble, je pense que tu le connais. Oui. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Moi, j'ai fait des peintures abstraites, des paysages abstraits. Et il a une chaîne YouTube aussi. Et son approche est intéressante parce qu'il va beaucoup travailler en extérieur. Mais il explique tout. Ouais. Il explique tout. Il explique sa démarche, pourquoi il l'a fait comme ça. Il montre les outils, il montre comment il utilise ses peintures, c'est intéressant. comment il réfléchit. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Après, en plus, il propose des cours payants. Et d'ailleurs, je me pose la question si je ne vais pas l'année prochaine il propose des stages, il propose des cours payants. Oui, il y a plein de choses. Alors, moi, je n'ai pas été trop voir en français ce qu'il y avait, mais tu me dis qu'il y en a plein. Écoute, après, il y a en français, il y a des sites qui sont des sites qui regroupent une offre, plusieurs offres. Donc, j'ai vu, il y a un site qui s'appelle Domestika. Mais qui n'est pas français à la base, je crois. Peut-être mais pas, mais ils traduisent les cours. Il y a beaucoup de cours. C'est possible, il y a Skillshare, il y a Domestika, mais ça, c'est des trucs plutôt anglo-saxons, je pense. Après, il y a des cours en français qui sont proposés par des artistes qui vivent au Québec. Aussi, Voilà, il y a des Canadiennes, parce que des Canadiens, j'en ai pas vu, mais j'ai vu qu'il y a des artistes canadiens qui proposent des cours en ligne, en français. Il y a de l'offre. Après, j'ai pas passé des heures à regarder, mais je pense, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est ça un peu la différence. C'est entre les artistes français et les artistes anglo-saxons, c'est leur désir de partager, leur désir de partage. Je pense que c'est vraiment pas du tout le même. Et c'est même quand tu parles avec des artistes qui n'enseignent pas forcément. J'ai remarqué ici, il arrive parfois que je rencontre des artistes et que je veux comprendre comment ils ont travaillé, quelle est leur démarche, la technique, parce que je me dis, tiens, comment ils ont obtenu cet effet-là ? Ils veulent pas dire. Ils sont pas tous très ouverts à ouvrir la boîte et dire, attends, je vais te montrer, je vais t'expliquer. Certains le font. Mais il y en a beaucoup qui le font pas, ils veulent pas. Non, ça je pense que c'est vraiment la différence. C'est surprenant, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est ils ont peur qu'on leur pique leur truc, quoi. Je sais pas, tu vois, ils ont peur de la copie, ils ont peur de... Je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment ces deux cultures différentes et deux évolutions différentes dans le temps. Et effectivement, en France, ça... Je sais pas, il y a moins de partage, il y a moins ce côté... Je montre vraiment ce que je fais, qui je suis, tu vois, enfin, même dans ton quotidien, dans tout ça. Alors, il y en a qui le font, hein, mais... Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup suivi d'anglo-saxons, parce que ça correspond beaucoup plus à ma vision des choses, en fait, que des artistes français que j'aurais pu trouver. Alors, il y a des artistes français dont j'aime bien le travail, mais c'est pas des gens, forcément, qui sont beaucoup dans la proximité non plus, tu vois. C'est pas forcément des gens qui vont t'inciter à entrer en contact avec eux, à discuter avec eux. Il y a un peu plus de fermeture, en fait. Et du coup, si je peux parler, moi, du coup, de mon expérience, mais côté... Oui, c'est ce que j'allais dire. On a parlé du point de vue d'un étudiant, c'est ça, un peu ce qui est proposé, mais toi, tu proposes des cours, des ateliers en ligne. Tu vas en parler, et puis... Tu peux expliquer un peu comment... Oui. Alors, j'en ai fait un premier cours en ligne qui était plutôt du type cours en ligne que chacun fait à son rythme, où il n'y avait pas d'interactivité qui était proposée. Ça a été le bide total, ce cours, quand je l'ai lancé. Non, mais je veux dire, j'ai pas honte, et je pense qu'il faut le dire. C'est-à-dire, on fait des essais, on voit... Et après, je l'ai vendu à des personnes qui étaient intéressées. Mais si tu veux, au moment où je l'ai lancé, ça a été 0. Pas d'inscription. Pas une seule inscription. Je peux te dire que là, tu te prends une claque. C'est un peu violent parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Bon, il se trouve qu'après, il y a des gens qui l'ont acheté, qui l'ont fait, et voilà. Mais ça n'a pas été massif. Mais disons que, voilà, il est toujours disponible sur mon site.
Mais si je devais le refaire aujourd'hui, je pense que j'intégrerais dedans plus de créativité et voilà. Et je pense que c'est un bon cours pour les gens qui débutent parce que c'est des techniques, c'est vraiment, ça va crescendo, quoi. Si tu veux, on commence par des choses très tranquilles, très douces, et à la fin, je développe 2 projets que les gens peuvent vraiment suivre pas à pas. Donc quand tu débutes, ça peut être bien. Mais qu'est-ce qui a fait, tu crois, que les gens ne se sont pas inscrits? Sans doute qu'à l'époque, j'avais moins d'audience. Peut-être que j'avais mis le prix trop élevé au départ. Je sais pas trop, c'est difficile de savoir, tu vois. Bon, mais c'était il y a peut-être 2 ans. Ouais, 2 ou 3 ans, donc j'avais pas encore l'audience que j'ai aujourd'hui, c'était des conditions différentes, j'ai peut-être pas bien communiqué dessus, enfin tu vois, c'était après, pas... je me pose la question si en France, il y a la demande, elle est aussi forte pour les cours en ligne que dans le monde anglo-saxon, parce que tous ces cours en ligne qu'on a mentionnés, donc CVP, on en a fait l'expérience toutes les deux, oui, il y avait des Français qui étaient inscrits, mais principalement, c'était des personnes qui venaient du monde anglo-saxon. Alors après, tu me diras, il y a la langue, mais bon, maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais ça peut être un frein quand même, parce que tu as des gens qui comprennent, mais qui auraient du mal à s'exprimer. Oui, moi je pense qu'il y a une demande. Après, il faut réussir à rencontrer les bonnes personnes qui vont être intéressées par ton cours. Mais effectivement, je pense qu'il y a une demande, et puis il y a une demande de se relier, en fait, c'est pas juste apprendre des techniques, c'est aussi être ensemble, créer ensemble, échanger. Et donc là, maintenant je vais reproposer quelque chose, donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Déjà, j'ai créé ces 4 jours que je suis en train d'animer là en ce moment pour montrer aux gens qui je suis, comment je travaille, ce que je peux être capable de proposer, quelle est ma vision des choses, ma vision de l'art et de la création. Donc ça leur permet de me connaître, de voir si ça peut coller ou pas, si ma voix les exaspère pas, si je renifle pas trop, si je renifle pas trop, voilà. Et puis du coup après, l'idée c'est de proposer, de leur présenter le cours que je vais proposer après mi-février, qui s'appelle Permis de jouer, qui là va être basé sur l'idée que le jeu ça peut être une très bonne base pour créer, et ça j'en suis vraiment convaincue, même si ça veut pas dire que c'est pas sérieux, hein, on peut créer sérieusement et jouer aussi, c'est pas incompatible. Absolument. Et donc je fais cette expérience-là de me présenter, de montrer un peu mon univers et de voir ensuite si les gens vont être intéressés par ce que je propose. Et donc le cours va durer 5 semaines. Et là c'est pareil, il y aura des propositions chaque semaine, mais il y aura aussi une réunion chaque semaine avec soit un thème, soit l'occasion de discuter, soit l'occasion de poser des questions. Mais vraiment, je veux mettre davantage l'accent sur ça. Donc, il y aura un groupe Facebook et il y aura des réunions régulières, parce que je me rends compte à quel point c'est important, à quel point ça apporte aux gens aussi, tu vois, parce que quelquefois, tu es un peu dans ta création, mais tu te démotives ou tu sais plus. Machin. Et le simple fait de discuter, hop, ça te remet sur la voie. Et si tu as quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a un peu plus de bouteilles, qui est capable de te dire, mais écoute, c'est normal, tout va bien, t'inquiète pas, ça fait ça pour tout le monde, tu vois. Et ben du coup, ça te permet de dépasser tes blocages et de créer. Et mon idée, ce serait d'avoir comme ça 3-4 programmes de cours, si tu veux, que je pourrais proposer à des moments différents dans l'année, avec des thématiques différentes. Donc je pense au sketchbook par exemple, ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Puis voilà, donc je vais déjà voir comment celui-là est reçu, si j'ai des inscrits ou pas. Alors parlons-en de ce cours. Je sais que toi tu peins à l'acrylique principalement. Est-ce que les personnes qui sont en train de penser de s'inscrire à ce cours doivent avoir du matériel spécifique chez elles pour pouvoir suivre le cours? Est-ce que tu proposes une liste Oui, je propose une liste de matériel de base, toujours, et c'est globalement la même. Après, j'incite les gens à faire avec ce qu'ils ont déjà. Évidemment, si on est une grande débutante, il va falloir acheter un peu de matériel, c'est évident. Il faut un peu des couleurs de base, il faut quelques feutres Posca, il faut quelques pastels à l'huile, il faut un peu de papier, voilà, faut la base, quoi, tu vois. Mais en général, il n'y a pas besoin
d'un matériel spécifique, et surtout dans cette histoire de permis de jouer, il y a des exercices où on va utiliser du matériel non conventionnel, on va dire, tu vois, on va s'amuser. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit souple et que les gens puissent faire avec ce qu'ils ont. Je pense que c'est tout à fait faisable si on aime l'aquarelle. Par exemple, je pense que c'est faisable avec de l'aquarelle ou avec de l'huile aussi, même si l'huile incite moins au jeu et à l'expérimentation. Tu vois, c'est une autre approche. Ouais. Mais disons, aquarelle et acrylique, ça pourrait passer. Et puis après, je pense que si on a vraiment envie de se mettre à la peinture, ça vaut le coup d'acheter un peu de matériel, de bon matériel quand même, qu'on peut trouver à des prix pas non plus stratosphériques, quoi. Donc ce cours, s'il fallait en une phrase dire voilà, ça c'est ça, vous allez repartir avec ça. C'est quoi le bagage avec lequel les gens vont repartir ensuite? L'idée, c'est d'aller vers une libération en fait de son expression. Permis de jouer, ça veut dire autorisez-vous à être vous-même sur la toile, à jouer avec les formes, avec les couleurs, avec l'harmonie, avec le matériel. Libérez-vous, autorisez-vous, quoi. C'est vraiment l'idée que j'ai envie de transmettre, parce que je pense que si on veut aller vers un art qui nous correspond, qui vient vraiment de nous, la première chose à faire, c'est libérer ça, quoi. C'est-à-dire faire tomber toutes les barrières, toutes les croyances limitantes. Exactement, et être capable d'aller sur la page, franchement, quoi, tu vois. Mais sans que ce soit non plus d'être au bord d'un précipice et sauter, tu vois. Le fait de mettre l'idée du jeu derrière tout ça, c'est que ça enlève l'enjeu. Je ne veux pas faire de jeu de mots bête, mais c'est vrai que quand tu te dis « je joue », tu enlèves l'enjeu du résultat. Et le fait d'enlever l'enjeu, ça te permet de te libérer, en fait. Tu dis « je m'en fous, je joue », donc peu importe. Voilà. Et surtout qu'après, il y a toujours des techniques pour réutiliser ce que tu as fait et tout ça. Donc, je crois que c'est vraiment important quand on commence à peindre. Et c'était un peu ce que j'avais appris avec Jane Davis, parce qu'elle a aussi cette démarche d'expérimenter, de jouer, de voir, tiens, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire. Et du coup, ça te met sur la bonne voie pour poursuivre, en fait, après. Oui, je pense que ce cours est très intéressant, parce que tu sais que j'utilise les sketchbooks, mais peut-être pas autant que j'aimerais, parce que j'ai toujours ce truc où je me dis non, je dois peindre quelque chose qui est abouti, qui est finalisé. Et donc, je me prive des fois de ces moments avec le sketchbook où justement on se lâche, on explore, on découvre des choses. Et donc, je pense que le fait de s'inscrire dans un cours comme ça, on s'autorise cette parenthèse et on se dit voilà. Et en plus, je le fais pas tout seul. Je vais le faire avec quelqu'un qui m'accompagne, je vais le faire avec d'autres personnes qui ont aussi envie d'apprendre à jouer, envie de se lâcher, de découvrir peut-être une part de leur créativité qu'ils ne connaissent pas encore. Pour ça, je trouve je pense que c'est une approche. Alors après, il y aura des bonus aussi un peu surprises pour aller plus loin dans le jeu, et je pense que dans les réunions Zoom, il y aura une part de jeu aussi. Je ne sais pas encore tout à fait finalisé à ce niveau-là, mais vraiment, j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus pour que les gens se libèrent, quoi, parce que on est vite dans l'esprit de sérieux, tu vois, on est quand même, on a toujours l'impression qu'on doit réussir tout ce qu'on entreprend, on a l'impression que il faut aboutir systématiquement, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, je ne sais pas si c'est des caractéristiques françaises ou globales, mais on est quand même élevé dans cette idée-là, quoi. Je veux dire, à l'école, il faudrait que tu saches la réponse avant qu'on t'ait posé la question, quasiment, quoi, tu vois. Et ça, non, c'est pas possible. On peut pas continuer à fonctionner comme ça, quoi. Et les adultes qui se mettent à la peinture, parce que c'est souvent ça, les gens qui viennent vers moi, des adultes qui ont commencé la peinture avant, mais qui ont dû s'arrêter, ou qui ont commencé dans des cours plus beaux-arts et ça leur convient pas du tout, et ben, elles ont vraiment besoin d'entendre ça. Libérez-vous, faites ce que vous avez envie, vous avez de compte à rendre à personne. Et le regard des autres, on s'en fout. Il n'y a que vous qui pouvez savoir vers quoi vous avez envie d'aller, en gros, quoi. Oui, ça me fait penser à l'école, à la petite école, la maternelle, l'école primaire et l'école secondaire. Moi, je faisais des cours d'art. J'ai grandi en Italie. On avait notre petit cours d'art toutes les semaines, petite heure. Et je me souviens avoir été brimée par les enseignants, tu vois. Parfois, j'étais toute fière d'avoir fait un dessin. Je me disais, oui, j'ai super bien réussi, j'étais toute contente. Et en plus, j'avais pris du plaisir à le faire.
Et puis, paf, la maîtresse, il suffisait un commentaire, désobligeant. Voilà. Ouais. Et du coup, je rentrais chez moi, mais j'étais complètement effondrée. Mais bien sûr, bien sûr. Et je me dis, mais comment on peut dire à un enfant qui a pris du plaisir à juste jouer sur du papier, lui dire non, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Donc là, c'est pas, oui, pas c'est ça, comme si ça devait être du Léonard de Vinci, quoi, tu vois. Donc il suffit qu'on ait quelques expériences comme ça dans notre enfance, même dans notre vie de jeune adulte. Après, on porte ça, quoi. On part du principe que oui, si on doit faire quelque chose, il faut que ça soit bien fait. C'est ça. Et ça te met un vrai coup d'arrêt à ta créativité, en fait. Ça te met un vrai coup d'arrêt. Et alors, c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Il faut quand même contrebalancer. Moi, mon plus jeune fils, il a eu, en dernière année de maternelle, une instite qui vraiment cherchait à développer la créativité chez les enfants, mais avec très peu de moyens, hein, donc c'était collier de pâtes et compagnie. Mais tous les jours, il sortait de l'école à 4h30 avec quelque chose qu'il avait créé. Et ça, franchement, chapeau, quoi. Ouais. Franchement, chapeau, parce que quand t'as 30 gamins, 30 marmots, et que tu fais atelier et tout ça, ça doit pas être facile, déjà. Et puis vraiment, je pense qu'elle les a vraiment incités à tripoter la matière, à essayer, à coller, à bidouiller, enfin tu sais, et c'est vraiment important ça, hein. C'est quelque chose qui fait partie de nous en fait, hein. Et si on est brimé à ce niveau-là, et il y a même, moi j'ai dans mon groupe Facebook là une personne qui m'a dit, moi j'avais commencé à suivre des cours Beaux-Arts en gros, et elle me dit mais c'était horrible quoi, on travaillait sur le même sujet pendant des semaines, enfin tu vois une espèce de... Comme si, quand tu commences à peindre à 40, 50, 60 ans, tu voulais devenir un génie de la peinture. Mais non, tu veux du plaisir, tu veux de la joie quand tu crées. Alors, tu veux un peu de difficulté aussi, parce que c'est ça qui rend les choses intéressantes, mais t'as pas envie de te prendre la tête comme si tu étais un étudiant des Beaux-Arts que tu avais 18 ans et que tu voulais... Tu vois, c'est pas du tout la même approche. Donc, faut sortir de ça, de ce carcan un peu de l'éducation rigide et... je sais pas, qui en fait te dégoûte. Hein. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sortent de l'école, ils sont dégoûtés. Hein. L'éducation, elle est plus adaptée en fait. Ouais. Donc revenons à ton cours. Oui, écoute, voilà, je pense que... je pense qu'on n'a peut-être pas tout dit, mais idéalement, il y aura combien de participants ? Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de participants qui peuvent s'inscrire ? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce que je sais très bien que je ne vais pas avoir 250 personnes. Donc, on sait vrai. Et ensuite, j'imagine que tu vas leur donner des exercices à faire. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, le partage se fera de quelle manière ? Donc, il y aura une thématique chaque semaine, en fait. Donc, il y aura les formes, la couleur, l'harmonie, le matériel. Il y a 5 thématiques. Donc, en début de semaine, les gens vont recevoir les tutos et tout ça. Et puis après, pour partager, il y aura donc une réunion par semaine qui sera, je pense, le mercredi ou le jeudi. Et puis le groupe Facebook pour partager. Et puis à l'issue de chaque leçon, sous chaque leçon, tu peux aussi poser des questions, tu peux aussi mettre des commentaires. Voilà, donc il y a de multiples canaux, sachant que moi je laisse toujours mon mail aussi et que les gens peuvent m'envoyer un mail s'il y a besoin et poser des questions, quoi. Et je pense qu'avec ça, on va déjà bien... L'idée, c'est de jouer dans la création, mais c'est de jouer après entre nous aussi, d'être dans une forme de légèreté, tu vois, dans une forme dans une approche vraiment où on se prend pas la tête, où on se prend pas au sérieux, où voilà, on est là pour créer ensemble et prenons du bon temps, quoi. Super. Il manque plus qu'à s'inscrire. Ouais, voilà, exactement. Pour conclure, je pense sur ce sujet, j'avais pensé que ça serait peut-être intéressant de résumer un peu les choses auxquelles on peut penser lorsqu'on décide de s'inscrire sur un cours en ligne. Oui, à quoi faire attention en fait. À quoi faire attention, comment faire le bon choix pour soi-même. Ouais. Et alors évidemment, en premier, on a le prix, le budget. Voilà, il faut que notre budget coïncide avec le prix du cours. Exactement. Mais comme on l'a dit, il y a aussi des cours en ligne qui sont gratuits. Alors évidemment, le contenu n'est pas aussi important. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelques belles pépites sur Internet, donc ça vaut la peine de passer du temps et chercher. Voilà. Après, il y a la personne qui anime le cours. Voilà, la personne qui anime le cours. Moi, je pense, on en a parlé tout à l'heure, il faut aimer sa voix.
Oui. Voilà. Ces bracelets. Comprendre ce que la personne dit, donc se dire ok, son mode d'expression me convient. Quand elle dit quelque chose, je capte tout de suite, quoi. Je pense que ça, et moi c'est ça qui m'avait séduite avec Nicholas Wilton. J'avais trouvé ça juste extraordinaire, en quelques mots, voilà. Mais c'est un grand communicant, il est très bon, quoi. Il est très bon, puis il le sait, puis il en joue, enfin bon, bref. Et puis bon, il y a ce côté charme, c'est ça. C'est cool. Artiste californien. Et il faut voir aussi si la manière d'aborder la création correspond à ce qu'on a envie de faire aussi, tu vois, si on est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rigidité peut-être, ou d'un côté formel très fort, il faut pas aller avec quelqu'un qui est vraiment dans la liberté, la libre expression et tout ça, tu vois, il faut aussi faire attention à sa personnalité, est-ce qu'elle est en phase avec la personne qui propose le cours. Oui, et puis pour moi il y a aussi un élément qui est très important, c'est de comprendre sa propre motivation pour faire un cours en ligne. Et de s'assurer que ses propres attentes vont coïncider avec ce que le cours propose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être clair sur voilà ce que je veux tirer de ce cours et puis après, viens analyser ce que le cours propose et voir si les deux choses sont alignées. Ouais. Parce que sinon, on va vite être frustré. C'est comme avec Gabriel Lipper. Moi, peut-être mes attentes étaient j'étais plus exigeante et en fait je me suis sentie un peu j'avais l'impression d'avoir un peu jeté de l'argent par la fenêtre, et c'était un cours qui était cher, donc j'avais un peu de colère, tu vois, liée à ça. Je dis, quand même, le budget est important, j'ai mis du temps, l'effort, et puis en fait je me retrouve avec un contenu qui est pas suffisant. Est-ce que tu as pu l'exprimer ça à la fin du cours? Oui, à la fin du cours tu as la possibilité de faire un retour, donc je l'ai dit clairement. Je pense que ça n'a rien changé. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, donc je pense que ça c'est un élément important. Et mais après le timing aussi, est-ce qu'on va être disponible, est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Parce que c'est aussi important, quoi. Si on sait que par exemple on va avoir de la famille, des petits-enfants, ou qu'on va partir 15 jours en vacances à ce moment-là, bon, ça va peut-être rendre les choses un peu difficiles, je sais pas. Après, pas forcément, puisque ça reste disponible. Mais après, il faut voir en fonction de son... Quand j'ai fait CVP, je me souviens, il y a des étudiants qui étaient inscrits, mais qui n'ont pas suivi toutes les semaines. Ils n'ont pas suivi le mouvement, parce que peut-être ils n'avaient pas le temps, ou la discipline. Et puis je me souviens que 6 mois plus tard, ils étaient encore en train de chercher des informations et poser des questions à tout le monde sur le groupe Facebook en disant « Oui, en fait, j'avais loupé tel cours, ça se passe comment ?» En fait, elles étaient complètement en décalage, larguées. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est dommage, parce que la force, le point fort de ce cours, c'est quand il y a du contenu comme ça qui est livré toutes les semaines et qu'il y a la possibilité de se rencontrer, mais il faut la saisir, cette opportunité, il faut le faire. Cette dynamique de groupe. Moi, c'est ce que j'aimais le plus. C'est ce que j'aimais le plus dans ce cours, c'est les rendez-vous en direct, en fait. Soit avec Nicholas Wilton, soit c'était l'année où il y avait Alice Sheridan qui était là aussi, donc c'était assez intéressant aussi d'avoir son point de vue. Suzanne Melras aussi, qui était vraiment super, c'est vraiment une super peintre. Et elle a vraiment l'art aussi de bien expliquer tout ça. Elle est partie. Je sais qu'elle est partie. Mais du coup, c'est vrai que ces rendez-vous en direct, c'était tous les jeudis soirs, je crois, c'était vraiment important et ça te permettait vraiment... Parce qu'évidemment, les autres posent des questions et donc c'est intéressant aussi de voir... on apprend par les questions des autres. Et c'est ce que je voulais dire aussi par rapport au cours, c'est que souvent... ça va être les mêmes personnes qui vont participer et il y en a qui vont toujours rester un peu en arrière en fait. Elles vont être là, elles vont regarder, elles vont écouter, mais pas forcément participer. Mais ça ne veut pas dire qu'elles le font pas en fin de compte. Oui, bien sûr. Chacun, c'est les personnalités après. Ouais, exactement. Après, j'ai envie de dire aussi de choisir le cours qui est au bon niveau par rapport à ses propres compétences. Donc, si on débute dans l'art, je pense que c'est dommage de s'inscrire dans un cours avancé. Qui va être très avancé, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite.
avec les cours en ligne. Hein. On ne te demande pas un diplôme. Non, il n'y a pas de conditions d'entrée. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu peux t'inscrire à ce que tu veux. Mais si tu t'inscris dans un cours où tous les autres étudiants, c'est des peintres accomplis, par exemple, avec beaucoup d'expérience, et que toi, tu n'en as pas, tu vas vite te sentir exclu et paumé. Donc, il faut choisir le bon niveau. Moi, ce que je conseillerais aux personnes qui veulent prendre ce genre de cours, c'est de poser des questions à celui qui organise ou à celle qui organise, parce que souvent, tu peux contacter et tu peux demander tout ce que tu veux. Donc, c'est vrai que faut pas hésiter. Alors, souvent, dans la présentation du cours, tu as aussi une foire aux questions où tu peux demander est-ce que je peux être remboursée, est-ce que je peux changer d'avis, quel matériel il faut et tout ça. Mais quelquefois, tu as des questions qui sont pas là. Donc ne pas hésiter à entrer en contact en fait, parce que ça peut aussi apporter des informations quoi. Si tu vas voir si la personne te répond rapidement ou pas. Oui, c'est aussi ça c'est hyper important, mais ça c'est hyper important, si elle est réactive ou pas, si elle répond bien à ta question, de quelle manière elle répond à ta question, enfin tu vois, moi c'est des choses, je sais que je fais très attention quoi. Si j'envoie un mail et que 10 jours après j'ai toujours pas eu de réponse, au revoir quoi. Oui, et puis il faut aussi pas hésiter à demander à d'autres personnes qui auraient déjà suivi le cours, leur demander leur avis. Donc, ça, tu sais pas toujours, c'est pas toujours facile de trouver ça. C'est quand même utile d'avoir différents points de vue. Après, sur les pages de vente, souvent tu as des témoignages, des gens qui si c'est pas un nouveau cours... mais on se pose sur la question si les témoignages sont vrais. Quelquefois il y a la photo. Rebecca a dit que ce cours a changé sa vie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport au choix lorsqu'on fait un choix sur un cours en ligne? Oui, c'est ça. Je pense que si ça rentre dans le budget, si la personne nous correspond et tout, faut pas hésiter parce que c'est toujours très enrichissant en fait de faire un cours, surtout si c'est pour apprendre une nouvelle technique ou si c'est pour développer ses capacités. Je pense que on a parlé de plein d'éléments, mais à la base c'est un savoir qui est transmis. Et ça peut être quelque chose qui va nous permettre au lieu de monter les marches une à une, tout d'un coup, paf, on va monter 10 marches d'un coup et ça va vraiment accélérer notre travail ou ça va ouvrir des horizons qu'on n'avait pas imaginés. Et donc, si on a la possibilité de le faire et de le faire peut-être même régulièrement, moi je dirais qu'une fois par an, tu vois, ça, c'est bien de faire ou un stage ou un cours ou un atelier ou quelque chose qui te stimule en fait. Oui, je te rejoins entièrement. Je pense que tous ces cours que j'ai faits, qu'ils soient gratuits ou payants, ont toujours été un accélérateur dans mon cheminement d'artiste. Tout d'un coup, je découvre un truc et je me retrouve sur un autre chemin, mais c'est un chemin où je me sens mieux et j'apprends des choses que j'aurais jamais imaginées. Donc c'est toujours... et le fait de le faire avec d'autres personnes, et surtout quand on peut interagir avec elles, c'est porteur, je trouve vraiment c'est porteur. Oui, puis tu bénéficies de l'expérience de ces personnes qui sont un peu en avance sur toi, sur le chemin de la création en fait, et du coup, c'est pour ça que ça te donne un coup d'accélérateur aussi, ça te décentre, quelquefois ça te fait voir les choses autrement, donc du coup ça t'ouvre de nouvelles perspectives, et donc oui, je pense que c'est sain, si tu veux, de se remettre un peu en question une fois par an ou 2 fois par an si on peut, et de suivre un cours avec quelqu'un qu'on aime bien, parce que ça va nous permettre de vraiment progresser quoi en fait, c'est toujours, on en retire toujours plein de choses en fait. Donc on mettra le lien pour ton cours dans la description de l'épisode. Et puis pour ceux qui nous écoutent, si vous connaissez des cours en ligne en français qui sont proposés, que vous avez suivis, qui vous ont plu, dites-le nous, envoyez-nous un petit courrier, parce qu'après on partagera l'information. Donc, je ne sais pas comment on va le faire, mais on partagera l'information, probablement sur ta chaîne YouTube. Oui, on pourra le faire. On pourra le faire là, mais c'est toujours les bonnes adresses. Oui, bien sûr. S'il y a des choses à recommander, ça sera bienvenu, et puis ça nous permettra de connaître d'autres artistes aussi, de découvrir des offres qui peuvent être intéressantes, y compris pour nous, parce que je veux dire, on continue à se former tout du long, quoi. On n'a jamais fini. Donc c'est ça que je trouve magique aussi dans la création, quoi. C'est que tu vois pas la fin. Donc on conclut toujours chaque épisode en parlant un peu de ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, ce qu'on a l'intention de faire.
Et pour ma part, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est l'encadrement de mes toiles. Donc j'ai décidé de commencer à peindre sur des panneaux entoilés qui font à peu près 7 mm d'épaisseur. Ils sont superbes. La surface, elle est vraiment super. C'est du carton entoilé ? C'est pas du carton, c'est du bois. MDF. Ah d'accord. Mais il est assez fin. D'accord. Mais très résistant. Et la toile, elle a une texture vraiment superbe. Elle est ready to use, donc on peut commencer à peindre tout de suite dessus. Et je trouve que c'est le meilleur support que j'ai trouvé pour travailler avec la technique de la cire froide et la peinture à l'huile. Oui, d'accord. Donc, contente des panneaux. En plus, ils ne sont pas très chers. Ma problématique, c'est de comment encadrer ces panneaux. Parce que jusqu'à pas longtemps, je peignais sur du bois qui était un peu plus épais. Je trouvais assez facilement des caisses américaines qui s'adaptaient. Là, pour les panneaux, les mêmes caisses américaines ne fonctionnent plus parce qu'elles sont trop profondes. Donc, le panneau, il se retrouve un peu enfui dans le fond de la caisse. Ça ne correspond pas. Donc, je suis en train de me creuser la tête sur comment faire. Donc je lance un appel à ceux qui nous écoutent. Si vous avez des idées pour résoudre mon dilemme, je suis preneuse, donc écrivez-moi directement. Sachant que là, avec mon compagnon, on va essayer de fabriquer nous-mêmes un cadre. C'est ce que j'allais te dire, de proposer ça. On est en train de... Donc on a acheté du bois, un merlin, on va essayer de faire nous-mêmes. On ne sait pas trop encore le résultat, ce que ça va donner, mais on va s'y mettre cette semaine. Mais bon, peut-être qu'il y a une solution plus simple, ou peut-être vous avez des bonnes adresses où on peut avoir un choix très varié. Ouais. Après, aller voir un encadreur, sinon, si tu ne trouves pas ton Oui, après, ton le problème, c'est le coût. Voilà, j'ai pas envie de dépenser non plus une fortune dans l'encadrement, sachant que quand tu vends une peinture, souvent les gens après derrière... ils choisissent peut-être de changer le cadre. Ça ne vaut pas la peine d'investir des grosses sommes sur un cadre s'il y a un risque que les gens après le changent derrière. Donc voilà. Donc si vous avez des idées, soumettez-les à Sabina. Oui. Voilà, ça c'est mon projet actuel. Et toi, qu'est-ce que tu peux partager? Moi je voulais juste nous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier, qui est en lien avec des leçons, avec une leçon de vie en fin de compte. Je partais, j'allais à la gym, j'étais un peu en retard, et j'arrive au stop, et là je regarde à droite, je regarde à gauche, personne, j'y vais. Et en fait, il y avait une voiture que j'avais pas vue, et donc je la vois surgir dans mon rétroviseur, et je me fais klaxonner copieusement. Et donc un peu plus loin, je m'arrête, j'ouvre ma vitre et le gars était vraiment énervé, il m'a klaxonné, enfin bref, il était prêt à me déchirer en petits morceaux et je lui ai dit mais je suis vraiment désolée, je dis je ne vous ai pas vu quoi, en toute sincérité. Je pense qu'il était dans le montant de ma voiture. Tu sais, maintenant, les voitures autour du pare-brise ont des montants assez épais, en fait. Et si la voiture arrive à une certaine vitesse et que toi, tu vas à la même vitesse, tu le vois pas. Voilà. Et là, quand j'ai vraiment été sincère, quoi. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée. Et j'ai vu sa colère fondre à l'instant, parce qu'il a bien vu que j'étais sincère, que c'était pas du tout une sale manœuvre que j'avais faite pour l'embêter. Enfin, tu vois, et que vraiment, je l'avais pas vu, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que ça s'est terminé, c'était un jeune conducteur, il m'a dit merci et prenez soin de vous. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment extraordinaire, l'humain est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que quand tu reconnais tes torts, en fait, ça désamorce complètement la colère de l'autre, en fait. Et je me suis dit... Quelquefois, il arrive que quand on va voir l'œuvre de quelqu'un, ou qu'on peut être amené à faire des commentaires désobligeants quelque part, on peut faire des choses qui sont blessantes et on le sent et on le sait. Et c'est bien de reconnaître ça. Je pense que c'est vraiment une bonne démarche d'aller vers l'autre et de dire ce jour-là, je t'ai dit ça et je suis vraiment désolée parce que j'ai vu que ça t'a blessée et c'était pas du tout l'intention que j'avais et je me suis mal exprimée et voilà. Et donc et je me suis dit voilà, la vie, elle donne des petites leçons comme ça et c'est un peu comme la vulnérabilité. Hein. Les gens ont très peur de se montrer tels qu'ils sont, de montrer leurs failles, de montrer leurs doutes.
Et ce qui se passe en général, c'est que quand on le fait, on a en face une réaction avec une empathie et une bienveillance incroyable en fait. Hein. Les gens n'en profitent pas du tout pour te taper dessus. Et je pense que c'est bon de se le rappeler parce que si on a envie d'être sincère et si on a envie d'être soi-même, il faut dépasser cette peur de se montrer tel qu'on est et de ce que les autres pourraient faire, en profiter pour faire et abuser en fin de compte. Et ça se passe très rarement, je veux dire, à moins de tomber sur un pervers narcissique ou sur un manipulateur ou sur quelqu'un de vraiment très mal intentionné. C'est ce que je disais aux personnes qui étaient là ce matin. Quand on expose, on tombe rarement sur des gens désagréables. Les gens sont curieux, les gens aiment ou n'aiment pas ce qu'on fait, mais ils vont pas rentrer dans la galerie ou dans le lieu où on expose en disant « Ah, c'est vraiment de la merde ce que vous faites, mais comment vous osez faire des trucs comme ça ?» Ça n'arrive pas, tu vois. Non, donc, je pense qu'on a plein d'angoisses comme ça par rapport à ça, mais le fait d'être vrai, de reconnaître ses torts si on en a eu, ou de se montrer tel qu'on est, eh ben, ça désamorce chez l'autre l'envie, la colère ou la frustration ou je ne sais quoi. Et donc, voilà. Et donc, cette histoire de stop raté. Mais j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, quoi. Ce gars qui... J'ai vu sa colère fondre et il m'a dit merci et prenez soin de vous. Alors je me suis dit, est-ce qu'il m'a pas prise pour une vieille mamie qui voit plus clair? C'est ce que j'allais dire, mais je sais pas. Et il s'est dit, mamie, prends soin de toi parce que si tu grilles tous les stops comme ça, tu vas pas vivre longtemps. C'est possible, hein. Mais oui, non, j'ai trouvé ça vraiment formidable, quoi. Voilà. Après, j'ai pas d'anecdote spéciale à raconter en lien avec l'art parce que j'ai passé 15 jours à préparer le webinaire que je suis en train de faire en ce moment. J'y ai mis beaucoup de temps et j'ai beaucoup d'amour parce que j'ai fait un workbook pour Alex. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses. Et puis le contenu, hein, il faut quand même le temps de rassembler toutes ces idées et de donner de la structure. Donc, et puis le cours qui va suivre aussi, il faut travailler là-dessus et tout ça. Donc ça a été vraiment bien intense ces dernières semaines. Et j'ai créé un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Ok. Bon. Donc, en tous les cas, merci à tous et toutes celles qui nous écoutent. Oui. On a reçu beaucoup de messages dernièrement concernant ce podcast qui nous ont... On en lira peut-être la prochaine fois parce que comme il est disponible maintenant sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que du coup, ça rend l'accès plus facile pour des personnes qui ne maîtrisent pas trop l'histoire des podcasts, et il y en a. Ça rend l'accès plus facile et c'est vrai qu'on a eu plein de super messages et je pense que la prochaine fois, on prendra le temps d'en lire quelques-uns. Et sachez par contre que si vous mettez un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, toutes les autres plateformes, on n'a pas la capacité, on ne pourra pas vous répondre. Voilà, on pourra les lire, mais on ne pourra pas y répondre, on ne saura pas comment vous joindre, on n'a pas vos coordonnées. Donc le mieux, c'est que si vous avez quelque chose à nous dire, même nous faire une suggestion sur un épisode que vous aimeriez qu'on développe pour vous, la meilleure chose, c'est de soit nous écrire directement. Oui, parce que nos mails sont dans la description de l'épisode à chaque fois. Ou alors sur la chaîne YouTube de Gwenaëlle, où aujourd'hui le podcast apparaît. Et là, c'est très facile de laisser un message. Et toutes les deux, on répond à vos commentaires et on remercie tout particulièrement à toutes celles, parce que pour l'instant il n'y a pas eu de ceux, mais non, c'est vrai. Celles qui nous ont écrit, ça nous a fait très plaisir d'échanger avec vous. Et puis c'est comme l'interactivité des cours, c'est bien d'avoir des retours aussi, quoi. Donc c'est le même principe. Bonne semaine. Et bien à toi aussi, Sabina, très bonne semaine et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, salut.